Oui, c'est la question à laquelle nous voudrions répondre aujourd'hui, car l'université et la pédagogie universitaire sont, me semble-t-il, à un moment où il s'agit de s'éveiller ou de se réveiller. C'est Edgar Morin qui disait récemment dans un de ses derniers ouvrages, réveillez-vous. Je pense que l'université et la pédagogie universitaire a intérêt à se réveiller face aux défis de ce monde. Je voudrais tenir un raisonnement en quatre étapes très brièvement. La première, c'est de dire que nous sommes dans un monde incertain. L'incertitude était définie par Asensio, un grand économiste, comme notre incapacité actuelle à prévoir ce qui va se produire et donc à prendre des décisions. Et donc, face à cette incertitude, notre monde actuel est sujet à beaucoup de bouleversements, à tel point que on parle maintenant que nous sommes entrés dans une nouvelle ère biologique, que beaucoup d'auteurs appellent l'Anthropocène, et que des gens comme Hartog ou Bruno Latour euh, pensent plutôt parler de régime d'historicité. Euh, et ils définissent trois régimes d'historicité. La première qui a trait à l'Antiquité et à la Renaissance, où il s'agissait simplement de transmettre la sagesse des anciens, les expériences des anciens. Ensuite, une période que beaucoup appellent le modernisme, où il s'agissait de construire le futur à travers notamment les découvertes scientifiques, à travers aussi les apports en accélération des technologies nouvelles. Et disent ces auteurs, comme Hartog, comme Bruno Latour et bien d'autres encore maintenant, émerge un monde qui est beaucoup plus centré d'une part sur le présentisme et non plus tellement sur le passé et le futur, même si le passé et le futur sont toujours des préoccupations qui restent et qui nous appellent à réagir face aux mutations d'une part climatologiques, les dérèglements, les déforestations, les incendies, les innovations, etc., aux mutations technologiques, avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle maintenant qui évolue non plus par année, ni non plus par trimestre, mais par semaine et même par jour. Donc c'est un défi extrêmement important, mais d'autres défis aussi, comme les défis géopolitiques. Il suffit de voir les guerres en Ukraine, à Gaza et aussi dans beaucoup d'autres régions, notamment en Afrique, en Asie, etc. Et même aussi à des mutations toujours en accélération au niveau du monde professionnel, par exemple, puisqu'on dit que 80% environ des métiers vont disparaître ou se transformer profondément. Donc, on est là face à un régime d'historicité qui doit nous interpeller, qui doit nous éveiller. Et ça ne veut pas dire que ce qui existait dans le passé, si on prend le premier régime d'historicité, par exemple, c'était vraiment les facultés de philosophie et lettres qui étaient dominantes. Puis ça a été dans la deuxième régime d'historicité, ça s'est fait progressivement, c'est plutôt les facultés des sciences et des technologies, notamment médecine, école polytechnique, qui se sont développées très fort. Et je pense que maintenant émerge dans ce troisième régime d'historicité, et ça doit nous interpeller, beaucoup plus des facultés ou des départements qui seront inter ou pluridisciplinaires et qui seront animés beaucoup plus par une épistémologie de la pensée systémique, comme dit Morin, et non plus d'une pensée morcelée et même réductionniste, des disciplines séparées assez distinctes les unes des autres. Et ce qui est amusant, c'est que ce régime d'historicité que définit Hartog ou des gens comme Bruno Latour, par exemple, s'est accompagné au fil du temps de régimes de scolarité, de régimes académiques, puisque si au niveau de l'université, la faculté de philosophie a été maître, puis d'autres facultés beaucoup plus scientifiques et technologiques, maintenant, sans doute, il faudra voir émerger des facultés non seulement interdisciplinaires, mais aussi
en relation de partenariat avec d'autres lieux où notamment se construit non seulement la science, mais aussi se construit aussi d'autres types de connaissances, notamment les connaissances qui sont liées par les acteurs d'expérience, les acteurs de terrain, etc. Et c'est la raison pour laquelle, pour conclure ce bref exposé, il me semble que l'université et la pédagogie universitaire doit être très attentif à ce qui est en train d'émerger maintenant. Si dans un premier mouvement, l'université était vraiment conçue dans un régime très humboldtien, c'est-à-dire très centré sur des recherches bien ciblées, etc. Et si l'enseignement était une mission seconde par rapport à la mission de la recherche, ceci a permis de faire émerger la pédagogie universitaire, puisqu'on a vu la nécessité d'accompagner les enseignants et les étudiants. Et donc la pédagogie universitaire, dans ce premier mouvement, a été vraiment centrée sur l'amélioration des pratiques d'apprentissage, d'enseignement et d'apprentissage, tandis que dans le deuxième mouvement, compte tenu des interactions très importantes que notamment les résultats de la recherche ont sur notamment la professionnalité, sur l'économie, etc., on a vu que la pédagogie universitaire s'est élargie progressivement en jouant le rôle d'interface entre les acteurs de terrain, l'administration, par exemple l'administration universitaire, et aussi les administrations, par exemple nationales, qui s'occupaient de la formation des futurs professionnels. Et dans ce troisième mouvement, me semble-t-il, sans doute, puisque l'université va devoir s'ouvrir davantage encore à l'extérieur, de pouvoir avoir une pensée beaucoup plus systémique et de puiser dans les différentes sciences pour essayer de faire face à des problèmes complexes que des gens comme Eogang ou Menning, par exemple, appelaient des wicked problems, c'est-à-dire des problèmes pernicieux. On ne peut plus se contenter de réduire les problèmes, il s'agit vraiment de faire appel à des disciplines très nouvelles. Et je pense sans doute que dans ce cadre-là, la pédagogie universitaire va encore devoir s'élargir un peu. Et ce que Bernadette Charlier et Rima Mawad, par exemple, dans un ouvrage récent auquel Philippe Parmentier et moi avons collaboré, appellent la pédagogie universitaire va devoir créer, former des personnes et des institutions à jouer le rôle de médiateur entre les différents acteurs qui interviennent, des acteurs à la fois universitaires et de la société, pour faire face à ces problèmes pernicieux qui causent énormément d'incertitudes actuellement. Bah, je peux continuer parce que dans ce monde incertain que tu viens de décrire, dans cette pédagogie de l'incertitude, qui à la fois ne sait pas ce qui est bon pour le futur et à la fois ne sait pas exactement comment y répondre, bah, je reprends la question de départ. Au fond, c'est quoi les principaux défis que l'enseignement en général et que la pédagogie universitaire en particulier doivent relever? J'ai envie de dire que tu as répondu dans un premier temps, c'est s'éveiller et se réveiller. Et je vais décliner ça sous la forme de deux questions. La première, c'est, et je crois qu'il faut pouvoir y répondre sans tabou, sans pudeur, avec respect pour l'histoire, hein, parce qu'il ne s'agit pas de défaire ce qui a été fait, mais plutôt de réfléchir sur ce qui est nécessaire demain. Il faut quand même se poser la question sans tabou de savoir si ce que nous proposons aujourd'hui au public d'aujourd'hui, par rapport aux besoins de demain, si ce que nous proposons aujourd'hui est encore adéquat. Euh, et je pense que si on y répond avec sincérité, ben on connaît la réponse, c'est-à-dire que la réponse est non. Alors la réponse est non pour les raisons que tu as rappelées, Jean-Marie, mais il y a un autre angle d'approche que je voudrais rajouter, qui est l'évolution des publics. Je ne dis pas du public, mais des publics. Alors chaque génération a ses caractéristiques, donc c'est pas simplement une question intergénérationnelle que je veux soulever ici, mais aujourd'hui, dans ce monde de l'incertain, ceux qui ont 20 ans ne savent pas ce que sera le monde de demain, ont une pression extrêmement forte. Ça, c'est un élément. Et l'autre élément, c'est que l'ensemble des publics doit se former continuellement à des changements, hein. Tu as parlé de l'évolution des métiers, et puis à l'évolution au sein des métiers. L'IA va bousculer les métiers en cours, donc il y a énormément de demandes à venir
d'une population qui n'a pas que 20 ans, mais qui en a 30, 40, 50 et qui a besoin non pas simplement de se réajuster, hein, mais de développer de nouvelles compétences. Donc face à ces nouveaux publics, je pense que l'université doit re-questionner son modèle pédagogique. Pendant longtemps, on a pu se dire un peu entre nous, dans l'entre-soi académique, hein, que tu viens de questionner, ben, on a pu se dire au fond, les échecs, par exemple, en première année, hein, qui ont toujours été très nombreux, ben, nous disaient quelque chose du fait que les étudiants n'étaient pas adaptés au modèle pédagogique. C'était un peu leur problème. Alors on se réajustait, on faisait des petites choses à leur égard. Je crois qu'on peut plus se contenter de cette réponse. On peut plus se contenter du fait que, se satisfaire du fait que 60% de la jeunesse qui va venir à l'université va en repartir sans diplôme. On a tous besoin, les individus, la société, de compétences et de compétences nouvelles. Et je pense vraiment que ça nous oblige à revoir les formats de formation. Donc, le temps long des études est certainement nécessaire, a des atouts en termes d'abstraction, de maturation, mais aujourd'hui, on ne peut pas attendre des jeunes, et je dis encore une fois jeunes parce que je vise ici la tranche 18-25 ans, d'accumuler des diplômes ou une durée d'études qui se prolonge sans cesse, sans pouvoir être acteur de la société. Donc je pense qu'il faut revoir les formats, proposer des alternatives, proposer des trajectoires de réussite et pas seulement des trajectoires d'échec, comme c'est trop souvent le cas encore en première année à l'université. Il faut aussi revoir et s'intéresser au rapport au savoir. Tu as parlé de l'IA. Ben, il est évident, c'est un truisme, mais il est évident que tout ça est en train de se modifier, comme tu l'as dit, presque de jour en jour. On voit que nos professeurs sont perturbés, sont plus que perturbés, je crois qu'ils sont désorientés par rapport à la manière d'enseigner. Et aujourd'hui se crée un schisme très important entre les différentes formes et ressources d'accès à l'apprentissage. Donc il faut s'emparer de cette question. Et je pourrais en ajouter une autre qui est celle de la certification. C'est-à-dire, l'université, elle avait toute sa cohérence tant qu'elle transmettait des connaissances. Ben, il n'y avait pas mieux. Mais aujourd'hui, dans un monde de compétences, ça dit qu'il y a place pour des connaissances, hein, là-dedans, mais dans un monde de compétences sociales, fonctionnelles, les fameux soft skills, d'autres partenaires sont indispensables et nous devons offrir place pour des savoirs d'expérience, ce que tu évoquais tout à l'heure, différentes formes d'expérience, différents lieux où l'on peut expérimenter l'importance des stages, l'importance du service learning et des différentes formes d'engagement de l'étudiant et du futur adulte dans la société, sans attendre la fin du diplôme. Donc je crois qu'il faut recomposer tout le modèle pédagogique en tenant compte du futur, de ce futur incertain et des publics qu'on accueille. Et j'ai une deuxième question, et ce sera le point final. J'aime bien dire que l'université n'a pas attendu qu'on intervienne, Jean-Marie, pour changer. Elle a toujours changé, elle a toujours évolué. Ma question d'aujourd'hui, c'est est-ce que le rythme académique, qui est quand même assez lent, il est collégial, il est bien pensé, tout ça est vrai. Mais est-ce que ce rythme du changement, lent, doux, est suffisant aujourd'hui par rapport au monde qui change tous les jours, tous les matins, aux entreprises qui ne nous attendent plus, à la société qui ne nous attend plus, aux conflits que tu as évoqués, à tous les enjeux du monde? Ma conviction, c'est qu'il faut accélérer le tempo. Voilà, je termine là-dessus. Oui, et moi j'aurais tendance à dire que le contenu, qui sera toujours important, deviendra moins important que le comment on forme. Et c'est les situations dans lesquelles on va mettre nos étudiants qui vont permettre de se préparer, de faire face justement à des situations inattendues. Nous sommes de plus en plus confrontés à des situations inattendues. Et je pense qu'on devra davantage développer une intelligence collective alors que le mode d'enseignement actuel est beaucoup plus tourné vers le développement d'une intelligence individuelle. Chacun se forme dans son coin et là à côté d'autres personnes. Et une intelligence collective non pas simplement au sein de l'université, mais une intelligence collective avec les partenaires extérieurs. Et c'était une des grandes conclusions du colloque international de 2019 qui a réuni des experts du monde entier et qui insistait sur la nécessité de développer une intelligence collective pour faire face aux défis actuels de la société.